Mesdames, Messieurs, bonjour, bonne semaine, j'espère que vous êtes en forme. Cette semaine, on va parler de reconnaissance faciale. Il y a eu des choses dans l'actualité, ça a été mentionné. Alors, cette semaine, question d'éthique, reconnaissance faciale. Reconnaissance ou espionnage? La question se pose, la limite est fine. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, cette semaine, dans l'actualité, le menu, ça ressemble à ça. Voilà. Comme d'habitude, tout va être dans la description de la vidéo, donc vous aurez les détails là sans problème. Alors, la bonne nouvelle, allons-y. On est rendu au numéro 44 cette semaine. La bonne nouvelle, 50 bonnes nouvelles pour le Québec. La 44, c'est parti. 3/4 des jeunes ont leur diplôme d'études secondaires. Bravo pour vous! Malgré les nombreux défis auxquels est confronté le réseau scolaire québécois, la hausse du taux de diplomation au secondaire est bel et bien réelle. C'est le début de l'article de Daphné Dionvien. C'est toujours sorti, tiré du Journal de Montréal du 4 janvier dernier. Alors, depuis 5 ans, la proportion d'élèves qui ont complété leur 5e secondaire est passée de 69,9% à 75,7%. C'est presque une hausse de 6%, ça. Chiffre qui tient compte seulement des DES. Lorsqu'on inclut d'autres types de qualifications, là, les attestations et les autres diplômes au niveau professionnel, là, la proportion grimpe à près de 82%. Il y a quoi se féliciter. Ce sont de très bonnes nouvelles, affirme Michel Perron, expert en matière de lutte du décrochage scolaire. On s'était fixé une cible, dit-il, il y a 10 ans, et on voit qu'elle a été atteinte et même dépassée. L'écart demeure néanmoins important entre les garçons et les filles. Les boys, vous savez ce que vous avez à faire. On constate 8,5% de différence de pourcentage. Même s'il a rétréci au cours des dernières années, ce taux de diplomation est toutefois calculé sur une période de 7 ans. Donc, on donne le temps à ceux qui terminent aux adultes. Là. Il reste toujours des défis. La proportion d'élèves qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires dans les délais prévus, donc à l'intérieur des 5 ans, est de 69%. Donc une proportion qui reste faible lorsqu'on se compare au reste du Canada. Il reste toujours du progrès à accomplir, mais bonne nouvelle, les 3/4 des jeunes au Québec obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Voilà pour ça. Autre nouvelle. Eh bien, on parle beaucoup de masques dans l'actualité. J'ai trouvé cette nouvelle sur le site de Radio-Canada. Très intéressant. Je vous la soumets. Voilà. Donc, récemment, Radio-Canada Information nous apprenait là, par la journaliste Karine Matteux. À l'heure de la pandémie de la COVID-19, les petites entreprises québécoises ont changé de vocation pour se lancer dans la fabrication de masques de protection et elles connaissent une augmentation fulgurante de leurs ventes. Alors que le gouvernement de François Legault évoque un déconfinement graduel, et ça s'en vient, ainsi que la réouverture des écoles, les compagnies et le grand public ajoutent leurs masques à leur liste d'achat, n'est-ce pas? La propriétaire de l'entreprise Bubule et Jujude, Mélanie Couture, s'est donc lancée dans la fabrication de masques il y a 2 semaines. Elle nous dit que depuis le 8 avril, sa vie a changé et elle est devenue confectionneuse de masques à temps plein, raconte-t-elle. Celle qui confectionne seule de la literie pour vêtements pour bébés a vendu 1600 masques en 1 semaine et elle a dû embaucher une équipe de couturières. Ses clients sont surtout des compagnies qui souhaitent offrir des masques à leurs employés, mais aussi des parents qui se préparent au retour à l'école, n'est-ce pas? Depuis quelques jours, 75% de ces commandes sont des masques pour enfants. Les parents se préparent, explique Mme Couture. Une autre entreprise, on dit dans son atelier de Montréal, Geneviève Lorange, fondatrice de l'entreprise Bigarade, B-I-G-A-R-A-D-E. Qu'est-ce qu'une bigarade? Petite recherche. Indice, ça se mange. C'est elle aussi lancée dans l'aventure. Elle est passée de la fabrication de la literie fine au masque de protection et ses commandes ont véritablement explosé. En 2 semaines, elle a vendu 80 000 masques. C'est 40 000 masques par semaine. Voilà. Alors, il nous raconte, on était 5, maintenant on est plus de 20. On engage tous les jours des nouvelles couturières et on a des collaborations avec des sous-traitants partout dans le Québec, n'est-ce pas? Elle vend ses masques aux travailleurs essentiels ainsi qu'au grand public. Ces masques se distinguent par leur fonction anti-buée, n'est-ce pas? On a vraiment pensé aux travailleurs qui portent ça longtemps pendant la journée, dit-elle.
Le gouvernement du Québec recommande désormais le port du masque de protection, comme vous vous rappelez, lorsque la distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée, genre comme dans les transports en commun. Plusieurs autres petites entreprises et grandes se sont lancées dans le domaine. On apprenait il y a quelques jours qu'une nouvelle usine de fabrication de masques chirurgicaux était en service à Louisville, en Mauricie. Il s'agit de l'entreprise Prémont, associée à Delta Cosmétiques. On nous parle plus loin que la coop des couturières pop de Montréal lançait un appel à l'action sur les réseaux sociaux. Couturières unies contre la COVID-19. Le message était devenu viral et l'initiative avait reçu l'engagement de près de 1200 couturières volontaires. Voilà, excellente nouvelle, on ne lâche pas là-dessus. Je vous montre quand même le site de la compagnie Bigarade. C'est une compagnie, j'insiste, qui est éco-responsable. Anciennement, ils fabriquent encore des draps pour les lits. Mais maintenant, ils se sont lancés dans la fabrication de masques qu'ils disent très confortables et anti-buée, ce qui est très pratique pour les gens qui travaillent dans le domaine des services essentiels, les ambulanciers, les pompiers, etc. Donc, ça a bien de l'allure. Également, il y en a qui ont sûrement déjà vu la blogueuse, la vlogueuse, Cynthia Dulude. Eh bien, elle, on voit sur leur site qu'elle fait affaire avec eux. Et Cynthia Dulude, elle a vanté les draps et tout ça de la compagnie Bigarade. Ça vaut la peine d'être vu. Cynthia Dulude, j'imagine que vous l'avez déjà vue. Elle est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Petite recherche rapide. Je crois qu'au Québec, ou partout dans le monde, elle est... Cynthia Dulude, elle a combien d'abonnés, combien de membres? 651 000 membres à l'heure actuelle. C'est pas rien pour le Québec. Voilà pour ça. Ensuite de ça, les valeurs de la compagnie. J'insiste parce que la couture, c'est aussi les valeurs. On parle d'éthique et culture religieuse, on parle de culture. Elle nous dit, ma grand-mère m'a appris à coudre avant même que je sache faire du vélo. Passionnée de courte pointe, elle m'a transmis sa passion pour les belles choses, n'est-ce pas? En m'enseignant avec amour et minutie qu'il y a un trésor derrière chaque petit bout de tissu. Et donc, la mission est locale, durable et éco-responsable. J'insiste là-dessus. Préserver le patrimoine et mettre en valeur notre culture à travers nos gens ainsi que l'environnement Bigarade. Leurs valeurs, transparence, authenticité et innovation, c'est très louable. Moteur de changement et inspirer mes pairs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes en prenant conscience que chacune de nos petites actions au quotidien fait la différence. Voilà. Voilà. Mesdames, messieurs, j'enchaîne avec une petite farce. J'ai trouvé ça sur Board Panda. Ça mérite d'être vu. Ça va pas télécharger pour faire exprès. Wow. Et donc, petite farce sur le coronavirus. Franchement, il y en a à peu près une cinquantaine. Allez voir ça. Ça va pas télécharger pour faire exprès, mais bon, peu importe. Je l'ai conservé en photo. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est en train de prendre ses céréales le matin. Et il demande à sa mère, « Maman, quand est-ce que cette affaire de coronavirus va se terminer, n'est-ce pas? Quand est-ce que ça va être terminé, cette affaire de coronavirus? » Et la mère qui répond, « Ferme-la et continue à manger ton bol de papier de toilette. » Voilà. Moi, ça m'a bien fait rire. Je l'ai mis toutes les références dans la description de la vidéo. Allez-y voir. Maintenant, pour le nouveau, le travail. Cette semaine, on apprenait qu'il y avait un supermarché qui faisait de la détection du visage et il découvrait la température des personnes. N'est-ce pas? Alors, le titre de l'article de la presse, c'est « Une caméra thermique dans un IGA » dans la région de Québec. Ça mérite d'être rapporté. Mesdames, messieurs, une épicerie IGA de Saint-Lambert de Lauzon, dans la région de Québec, a installé ces jours derniers, c'est arrivé en fin de semaine. C'est un texte de Tristan Péloquin dans la presse, c'est sorti le 3 mai. Donc, dans ce IGA, là, il y a un système de détection thermique dans le hall d'entrée qui visait à alerter les employés lorsqu'un client faisait de la température.
Cette initiative a vite été suspendue, mais risque de se répandre dans d'autres commerces, alors que le déconfinement s'amorce au Québec. Voilà ce que raconte une avocate spécialisée en droit de la vie privée. Tous les détaillants s'en vont vers là, affirme l'avocate Héloïse Gratton, spécialiste de cybersécurité et protection de la vie privée au cabinet BLG. Elle en est certaine, les gros détaillants vont entrer en communication avec elle et on va essayer de savoir ce que les autorités réglementaires pensent de tout ça dans le but d'implanter la technologie conformément. Alors, c'est clair, dit-elle, que ça dérange. Les gens ne comprennent pas les données qu'on collecte, n'est-ce pas, et acceptent mal qu'on limite leurs déplacements, sur des informations qui ne sont pas toujours nécessairement fiables. Elle rajoute qu'il y a cependant une façon de faire correctement, n'est-ce pas? Dans le cas du IGA de Saint-Lambert de Lauzon, la caméra thermique a été désactivée jusqu'à nouvel ordre affiche l'image. Elle affichait l'image infrarouge des clients sur un écran à la vue et au-dessus de tous. Hein. Leur température était indiquée juste au-dessus de leur visage. C'est par un logiciel d'intelligence artificielle qui détectait où sont les yeux et le nez des personnes pour déterminer le meilleur endroit pour mesurer la température. Nous sommes fiers d'être les premiers à l'offrir au Québec. Détection instantanée d'un symptôme de la COVID-19, donc la fièvre, écrit le copropriétaire sur sa page Facebook vendredi dans un post qui, semble-t-il, a été supprimé ensuite. L'adoption de la technologie visait à sécuriser la clientèle et réduire considérablement la propagation de ce virus, ajoutait-il dans son post. Rejoint par la presse, le propriétaire du commerce n'a pas voulu répondre aux questions. Sobeys, la compagnie qui possède IGA, compagnie canadienne basée en Nouvelle-Écosse, n'est-ce pas, qui possède les IGA, s'est distancié de cette mesure. Distancié, on fait de l'humour, là. Affirmant que c'était une initiative personnelle du propriétaire du IGA. Ils ont déclaré que nous tenons à préciser que la caméra n'est plus en fonction dans le magasin et que le marchand n'a pas signé de contrat avec l'entreprise qui fournissait ce système. Pour le moment, il n'est aucunement question d'étendre cette pratique dans l'ensemble de notre réseau. C'est ce qu'a indiqué la chaîne de supermarchés dans une déclaration par courriel. Alerte et affichage des clients fiévreux. Géogénération, le fournisseur de l'appareil, assure qu'aucune donnée par la caméra technique n'est conservée. Le système n'était pas connecté à Internet, alors il n'y a aucun risque qu'il soit piraté, nous dit-on. Il est aussi réinitialisé chaque soir, assure le copropriétaire de cette technologie qui s'appelle Géogénération. Monsieur s'appelle Danny Wickham, n'est-ce pas? Selon ses explications, le système déclenche automatiquement une alerte lorsqu'une personne fiévreuse est détectée, n'est-ce pas? Sa photo infrarouge s'affiche alors sur le moniteur pendant à peu près 15 minutes, explique M. Wickham, afin de permettre aux employés de localiser la personne dans le supermarché, quoi. Les employés sont ensuite invités à aborder le client et lui fournir un formulaire d'autodiagnostic. Si la personne est jugée à risque d'être infectée par la COVID, elle est dirigée vers du personnel médical compétent. Personne ne se fait virer de bord, assure M. Wickham, mais je vois bien que quelqu'un qui fait 38,2 de fièvre, qui continue à progresser dans le commerce, ce n'est pas bon pour les autres, n'est-ce pas? Il affirme que son entreprise aura dès lundi des avis juridiques, des avis d'avocats, démontrant que cette technologie a de l'allure. Il me semble qu'on aurait dû lui demander avant, mais bon. Selon l'avocate Danielle Olofsson, chef du département de la protection de la vie privée au cabinet d'avocats BCF, afficher la température à la vue de tous est et là c'est une citation, une rupture totale de confidentialité des données médicales. Si tout le monde peut connaître la température des clients, il y a un problème de renseignement personnel et donc la nature est très délicate. On rajoute, dès qu'il est question d'information médicale, on entre dans un domaine contrôlé. Ce n'est pas le supermarché du coin qui peut s'improviser en santé. Il faut des balises particulières. C'est pas? Une autre avocate, Héloïse Gratton, estime pour sa part qu'il y a moyen d'utiliser ce genre de technologie sans brimer les droits des clients. Il faut que les clients soient d'emblée avertis qu'on récolte ce genre d'informations, n'est-ce pas? Qu'on leur dise pourquoi et comment on traite ces données.
La discrétion est aussi de mise. Il ne faut pas que ce soit humiliant pour le client de se faire détecter comme fiévreux, n'est-ce pas? Une personne peut avoir un cancer ou avoir couru avant d'entrer dans le magasin et ça peut hausser sa température, n'est-ce pas? On ne serait pas d'accord avec une infirmière ou un médecin qui sort dans la salle d'attente crier notre résultat de thermomètre, de prise de température personnelle. Donc, toutes sortes de raisons peuvent expliquer la fièvre, dit l'avocate. Les commerces doivent donc s'assurer d'offrir une autre option aux clients, par exemple un masque, des gants, etc. Donc, la prolifération de ces technologies devient cependant inévitable, croit Maître Gratton. Nous faisons face à une situation qui va durer longtemps, qui pourrait durer longtemps. Si on veut que les commerces rouvrent, les commerces n'ont pas le choix de trouver des façons de protéger et de protéger leur clientèle et de protéger leurs employés, dit-elle. Voilà, il suffit de le faire d'une façon respectueuse des droits, mais il y a un équilibre à trouver. Voilà. Également, j'insiste là-dessus, il y avait sur le site de l'émission de radio de Paul Oud, samedi, je crois, ou dimanche dernier, matin, il y avait une entrevue avec le spécialiste Steve Waterhouse, spécialiste de l'informatique et de la cybersécurité. Ça vaut vraiment la peine de l'entendre. Ça dure, je crois, 7 minutes. Allez voir, j'ai mis le lien de cette entrevue dans la description de la vidéo. C'est très intéressant. Avant de faire le travail, je le ferai pour mieux comprendre la situation si j'étais vous. Voilà pour ça. Donc, le travail. Donc, nous apprenons en fin de semaine dernière qu'un supermarché de la région de la ville de Québec prenait la température des clients à l'aide d'une caméra thermale. Est-ce qu'on demandait aux clients leur autorisation avant de les filmer? Est-ce que ces informations sont stockées? Où sont-elles stockées? Est-ce qu'elles sont fiables? Cette détection, si les informations sont partagées? Ça soulève un tas de questions. Est-ce qu'un commerçant peut nous interdire l'entrée d'un commerce sur le fait de notre prise de température, n'est-ce pas? Est-ce que tout ça serait discriminatoire? Voilà qui soulève un paquet de questions là, sur la reconnaissance du visage, la thermo-reconnaissance, les banques de données, et je vous rappelle le droit fondamental à la vie privée, droit reconnu dans nos chartes canadiennes et québécoises, n'est-ce pas? Pour le travail, la reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée partout dans le monde. Alors, je vous propose une activité qui va vous permettre de réfléchir sur les enjeux que ça soulève, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de mieux comprendre à l'aide d'informations très fiables. Ça a été fait par le gouvernement du Québec, donc le lien que je vous donne est excellent. Vous allez pouvoir donc analyser une situation dans laquelle la reconnaissance faciale est utilisée, formuler une question éthique qui met en évidence les liens entre la liberté et la reconnaissance faciale, le droit à la vie privée. Ça va vous permettre de faire un débat peut-être virtuel avec vos amis sur la question et vous permettre de mieux comprendre la situation pour participer à la vie démocratique et aller voter. Dans peu de temps, vous aurez 18 ans, les élections s'en viennent. Donc, le matériel, c'est possible de télécharger dans la description de la vidéo. Vous avez tout ça. En numéro 3, partie C, donc, la deuxième partie, pardon, vous faites le petit travail, le lien est en dessous, donc partie B, vous avez ça dans la description. En C, je vous demande en vos mots de répondre en vos mots à la réflexion suivante. Et là, je vous dis, entre reconnaissance faciale et espionnage, la ligne est mince, n'est-ce pas? Reconnaissance faciale, espionnage. Les exemples de reconnaissance faciale sont nombreux. Pensez à la reconnaissance faciale qu'on a vue dans des centres d'achat. Le Face Unlock dans votre appareil, votre cellulaire. Le Face Detect pour qu'il se rallume. Les Facebook Stories, il y a des filtres à selfie qu'on peut rajouter, là, se mettre des choses. Les Instagram et Snapchat, les selfie filters qu'on vous propose, ils détectent votre visage, n'est-ce pas? Alors, où commence la fine ligne entre le droit à la vie privée et la surveillance et peut-être même le harcèlement, n'est-ce pas? Donc, expliquez votre point de vue
donner des exemples, rajouter des citations et des références. Pour les plus curieux, pour les plus travailleurs, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous propose ceci. Si la reconnaissance faciale, n'est-ce pas, elle est qu'on fait là, avec les caméras de détection, de surveillance dans les lieux publics, les stations de métro, les supermarchés, les centres d'achat, etc. Si cette reconnaissance faciale-là, elle était couplée avec la possibilité de localisation de votre appareil cellulaire. Alors, on peut localiser et trouver quelqu'un en tout temps. Hein? On ne pourra jamais perdre quiconque. On va pouvoir retrouver tout le monde. Chouette, non? Mais qui est ce on qui va pouvoir nous retrouver en tout temps? Qui est ce on? Est-ce que ce on est toujours honnête? Est-ce que ce on est toujours dénué de préjugés? Est-ce que ce on agit toujours sans discrimination? Parce que si on a les moyens de détecter le visage des gens et de savoir où ils sont en tout temps avec les caméras de vidéo, un peu partout sur la planète, eh bien, il faut qu'on mette dedans des moyens de se protéger. Pensez à ça. Voilà. Bon travail, bon courage. On garde le moral. On va tous finir par se revoir. J'en suis presque certain. Donc, on s'adapte, on va s'améliorer. Déposez votre travail en PDF, s'il vous plaît, le plus possible sur l'adresse que j'ai mis dans la description. Mon Google Classroom est en construction, ça s'en vient. J'espère que vous avez aimé. Prenez le temps de regarder ça comme il faut, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir vos réponses. Myriam m'a envoyé la meilleure réponse pour le travail numéro 4. Alors, je la félicite. Bravo. On ne lâche pas. C'est ça l'affaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Au plaisir.